Dans une chambre plongée dans l'ombre, un homme avance lentement vers un autre, endormi. Il ne fait presque aucun bruit. Sa main serre une arme froide. Il hésite une seconde, puis se penche. Tout repose sur cet instant. Un geste, et la vie bascule. Ce moment n'est pas seulement un meurtre. C'est le début d'un engrenage. Une nuit qui va entraîner des hommes, des idéaux, et des destins entiers dans une spirale dont personne ne sortira intact. Bienvenue sur Plume Courte. Nous sommes à Shanghai, dans les années 20. La ville est immense, agitée, traversée de tensions invisibles. Sous la surface, une révolution se prépare. Des hommes se regroupent, conspirent, espèrent. Ils veulent renverser l'ordre établi. Mais chacun porte en lui ses propres raisons, ses propres doutes. Celui qui vient de tuer s'appelle Chen. Ce geste, il ne l'a pas accompli par instinct. Il l'a préparé. Pensé. Il s'est convaincu qu'il était nécessaire. Pourtant, au moment d'agir, quelque chose en lui résiste. Ce n'est pas seulement un adversaire qui l'abat. C'est une part de lui-même qui l'affronte. Chen appartient à un groupe révolutionnaire communiste. Leur objectif est clair. Prendre le contrôle de Shanghai avant que les forces nationalistes ne les écrasent. Mais dans cette lutte, rien n'est simple. Chaque décision engage des vies. Chaque action a des conséquences imprévisibles. À leur côté, il y a Kyo. Un homme calme, déterminé. Il n'agit pas sous l'effet de la colère, mais par conviction. Pour lui, la révolution n'est pas une explosion. C'est une construction. Il croit à une organisation, à une stratégie. Il veut éviter les sacrifices inutiles. Mais il sait que la violence est inévitable. Kyo n'est pas seul. Sa femme, mais, partage sa vie. Elle comprend son engagement. Elle accepte les risques. Leur relation est discrète, profonde. Dans un monde où tout peut s'effondrer à chaque instant, ils s'accrochent à ce lien. Autour d'eux, d'autres figures se dessinent. Katao, par exemple. Un militant solide, fidèle à ses idéaux. Il ne parle pas beaucoup, mais il agit. Il accepte la discipline, la rigueur, les sacrifices. Et puis il y a Gisor, le père de Kyo. Un homme plus âgé, marqué par la vie. Il observe cette agitation avec un mélange de lucidité et de détachement. Il fume de l'opium, cherche à comprendre les hommes, leurs contradictions. Il ne croit plus vraiment aux grandes illusions, mais il ne peut pas s'empêcher de regarder son fils avec une forme d'admiration inquiète. Pendant ce temps, la situation politique devient de plus en plus tendue. Les communistes et les nationalistes, alliés en apparence, se préparent en réalité à s'affronter. Chacun attend le moment de frapper. Le groupe de Kyo organise une insurrection. L'idée est de prendre le contrôle de la ville avant que leurs ennemis n'agissent. Les ouvriers sont mobilisés. Les armes circulent. Les consignes sont précises. Tout doit aller vite. Au début, l'espoir est là. Les premiers mouvements réussissent. Des quartiers tombent entre leurs mains. On croit que tout est possible. Mais très vite, la réalité rattrape les révolutionnaires. Les forces nationalistes, dirigées par Chiang Kai-shek, lancent une répression brutale. Les arrestations se multiplient. Les exécutions aussi. Chen, lui, s'enfonce peu à peu dans une forme de solitude intérieure. Le meurtre qu'il a commis ne l'a pas libéré. Il le hante. Il se demande jusqu'où il est prêt à aller. Il sent que la violence le transforme. Kyo continue de diriger. Il tente de maintenir une cohérence, une ligne. Mais les événements lui échappent. Les communications sont coupées. Les décisions doivent être prises dans l'urgence. Un autre personnage intervient alors. Feral. Un homme d'affaires occidental, influent, cynique. Il observe la situation avec distance. Pour lui, la révolution n'est pas une question d'idéal. C'est un rapport de force. Il choisit le camp qui lui semble le plus avantageux. Pendant que certains risquent leur vie pour une cause, d'autres calculent. Manipulent. Tirent profit du chaos. La tension monte encore. Les combats deviennent plus violents. Les pertes s'accumulent.
les espoirs s'effritent. Kyo est finalement arrêté. Il est capturé avec d'autres militants. On les enferme. On les interroge. On les condamne. Dans la prison, le temps change de nature. Chaque minute compte. Chaque parole prend un poids immense. Les prisonniers savent ce qui les attend. Kato est là aussi. Fidèle jusqu'au bout. Il partage le sort des autres sans faillir. Les condamnés sont conduits vers leur fin. Certains seront exécutés. D'autres subiront une mort encore plus terrible. Kyo, lui, refuse de se soumettre. Il garde une forme de maîtrise. Une dignité. Il choisit de mourir à sa manière, sans attendre qu'on décide pour lui. Kato, dans un geste bouleversant, donne ce qui pourrait lui offrir une mort moins douloureuse à d'autres prisonniers. Il accepte de souffrir davantage pour eux. Pendant ce temps, dehors, la révolution est écrasée. Shanghai retombe sous le contrôle des nationalistes. Le mouvement communiste est brisé. Chen, de son côté, tente une dernière action. Désespéré. Il veut frapper un grand coup. Mais cette tentative le conduit à sa perte. Les personnages disparaissent les uns après les autres. Chacun à sa manière. Chacun avec ses choix, ses convictions, ses contradictions. Et il reste ceux qui regardent. Comme Gisors. Lui ne meurt pas. Il observe. Il pense. Il se souvient. Il voit ce que les hommes sont capables de faire, au nom de leurs idées, de leur espoir, ou simplement pour donner un sens à leur vie. Dans ce monde bouleversé, une question demeure. Qu'est-ce qui pousse un homme à agir, à risquer sa vie, à tuer, ou à se sacrifier? La réponse n'est jamais simple. Elle se trouve quelque part entre la peur, le courage, le désir de justice, et le besoin de ne pas être seul face à l'absurde. Et dans le silence qui suit la chute de la révolution, il ne reste plus que cela. Des vies traversées par une lutte, des choix irréversibles, et cette impression persistante que, face à l'histoire, chaque homme tente, à sa manière, de donner un sens à sa condition.